Juste le jour où le PDG millionnaire est venu inspecter son entreprise, il a trouvé sa femme de ménage évanouie d'épuisement. Et son geste a choqué tout le monde. Dans le silence pesant d'un immeuble de bureau à Lyon, à peine troublé par le bourdonnement discret des néons, Claire poussait lentement son chariot de nettoyage. Il était 4 heures du matin. Ses pas, déjà lourds malgré son allure fluide, résonnaient faiblement sur le carrelage lustré du 5e étage. À 30 ans, elle avait pris l'habitude d'exister en marge du monde éveillé. Pendant que d'autres dormaient ou rêvaient, elle récurait, vidait, frottait. Elle était cette silhouette silencieuse que l'on ne voyait jamais vraiment, mais dont on constatait les traces au petit matin. Corbeille vidée, sol brillant, vitres transparentes, invisible, mais essentielle. Claire vivait seule avec sa fille de 6 ans, Manon, dans un petit appartement à Villeurbanne. Après une séparation difficile avec un compagnon instable, elle avait dû cumuler les heures, souvent jusqu'à 3 emplois par jour. Son quotidien était une succession de courses, de rames de métro, de réveils trop matinaux et de nuits trop courtes. Malgré cela, elle gardait sur le visage ce sourire discret, presque obstiné qu'elle offrait aux rares collègues de nuit. Elle ne se plaignait pas. Ce n'était pas dans sa nature. Elle avançait un jour à la fois, en pensant à Manon, à ses cahiers d'école, à ses chaussures usées, à cette promesse silencieuse que Claire s'était faite, que sa fille aurait une vie différente. L'immeuble dans lequel elle travaillait était l'un des plus prestigieux de la ville. 20 étages de verre et d'acier, siège d'un conglomérat français renommé dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications. Le genre de lieu où le personnel portait des tailleurs ajustés et parlait en sigles mystérieux dans des salles de réunion vitrées. Claire y était affectée depuis 8 mois, toujours de nuit. Elle connaissait chaque recoin du bâtiment, des ascenseurs techniques au local à déchets, des toilettes exécutives aux salles de pause désertes. Elle travaillait seule, comme toujours. Elle avait entendu parler du propriétaire des lieux, bien sûr, Alexandre Moreau, un nom presque mythique. Fondateur de l'entreprise, devenu multimillionnaire avant l'âge de 40 ans, toujours cité dans les magazines économiques. Certains disaient qu'il vivait entre Genève, Paris et Singapour. D'autres affirmaient qu'il n'était qu'une figure de proue, que les véritables décisions étaient prises par un conseil opaque. Quoi qu'il en soit, en 8 mois, Claire ne l'avait jamais croisé. Et elle ne s'en plaignait pas. Les gens comme lui ne se mêlaient pas aux gens comme elle. Leur monde était séparé par des portes, des étages, des chiffres et des habitudes. Mais ce matin-là, quelque chose flottait dans l'air. Une agitation inhabituelle pour une heure aussi creuse. L'agent de sécurité lui avait soufflé en passant que des préparatifs avaient été faits dès la veille. On aurait vu du personnel en cravate après minuit, des appels urgents, des échanges tendus par talkie-walkie. Claire n'avait pas cherché à comprendre. Elle s'était contentée de redoubler de prudence en nettoyant les toilettes du 10e étage. Elle connaissait la règle. Quand les grands s'approchaient, mieux valait disparaître encore plus. Son dos lui faisait mal, une douleur sourde qui lui remontait parfois jusqu'à la nuque. Ses mains étaient râpées par les produits corrosifs. Et pourtant, elle continuait. Il lui restait encore 3 étages à faire avant 7 heures du matin. Puis elle prendrait un café rapide, irait réveiller Manon, l'emmènerait à l'école avant d'enchaîner avec un autre poste dans un pressing du quartier des Brotteaux. Une vie en pointillé, cousue d'instants volés au sommeil. Elle rêvait parfois de vacances, de mer, d'un banc au soleil. Mais elle rangeait vite ses pensées dans une boîte mentale. Il y avait plus urgent que rêver. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun des employés de l'immeuble ne savait réellement, c'est qu'au même moment, à des centaines de kilomètres de là, dans un jet privé survolant la France, Alexandre Moreau lisait un rapport confidentiel. Un audit interne, alarmant, sur le climat social dans ces bâtiments lyonnais. Fatigue chronique, absentéisme, plaintes silencieuses. L'homme fronça les sourcils. Son instinct d'entrepreneur lui soufflait que quelque chose échappait à son contrôle. Et pour la première fois depuis des années, il décida de ne pas déléguer. Au rez-de-chaussée, la pendule indiquait 5h moins 20. Claire venait d'atteindre le 6e étage. Elle poussa la double porte battante qui menait au couloir administratif. Il faisait froid. Elle s'agenouilla pour remplir son seau d'eau propre. Un vertige la prit. Léger, au début, puis plus insistant. Elle ferma les yeux un instant, serra les dents. Elle pensa à Manon, à ses cheveux blonds en bataille, à son rire du matin. Elle rouvrit les yeux.
Mais le sol se déroba sous elle, et alors que l'aube pointait à peine sur les toits de Lyon, Claire s'effondra doucement, à genoux, sa tête heurtant le mur avec un bruit mat. Personne ne la vit tomber. Personne, à part la caméra de sécurité placée dans l'angle du couloir. Et quelques minutes plus tard, un homme élégant, à la démarche décidée, entrait dans l'étage désert. Son regard croisa celui du corps inerte au sol. Et dans ce silence figé, tout bascula. Le couloir du 6e étage baignait dans une lumière blafarde, celle des néons qui ne s'éteignaient jamais. L'homme en costume anthracite, long manteau noir jeté sur les épaules, s'arrêta net en découvrant Claire étendue au sol. Il ne bougea pas immédiatement. Il observa d'abord. Ce n'était pas de la froideur, mais un automatisme né de longues années à évaluer les situations en un clin d'œil. Il s'approcha ensuite, abaissant lentement ses genoux près du corps inanimé. Claire respirait encore, mais faiblement. Son visage, d'ordinaire si ferme et maîtrisé, était pâle, presque cireux. Ses doigts tremblaient légèrement, crispés autour de la poignée de son seau. Alexandre sortit son téléphone. Pas pour appeler une ambulance, pas encore. Il appuya sur une touche mémorisée. La voix de son assistant résonna immédiatement. « Jean, fais venir une équipe médicale discrètement. Pas d'ambulance. Et surtout aucune communication externe. Dis que j'ai eu un malaise si quelqu'un pose des questions. » Il raccrocha sans attendre de réponse. Puis il s'accroupit à nouveau près de Claire. Une femme de ménage. C'est ce qu'il pensa d'abord. Une employée parmi des milliers. Mais la manière dont elle était tombée, sa position, le regard qu'elle avait brièvement entrouvert avant de sombrer à nouveau, quelque chose dans cette scène s'imposa à lui comme une évidence troublante. Il retira ses gants en cuir, saisit la main de Claire entre les siennes et sentit, au-delà de la froideur de la peau, une fatigue immense, une tension enfouie. Quelques instants plus tard, 2 infirmiers privés entrèrent silencieusement. Ils portaient des tenues sobres, sans logo, et avaient été formés à intervenir dans les milieux les plus sensibles. Alexandre se redressa, leur fit un signe. Ils examinèrent Claire sans poser de questions. Diagnostic initial. Malaise vagal sévère, épuisement physique avancé, carence nutritionnelle possible. L'un d'eux glissa un regard vers Alexandre. Elle a besoin de repos et de soins. On la transporte ? Non, répondit Alexandre. Pas dans un hôpital. Je veux qu'elle soit conduite à la clinique Vallon dans l'aile privée. Discrètement. Je prendrai les frais en charge. Les infirmiers échangèrent un regard, acquiescèrent, puis glissèrent Claire sur un brancard discret. En moins de 5 minutes, elle avait quitté l'immeuble comme une ombre, sans que personne ne s'en aperçoive. Seul dans le couloir désert, Alexandre observa les traces laissées au sol. Un seau renversé, une flaque d'eau, une serpillière oubliée. Il sentit une colère sourde monter en lui, pas contre elle, contre le système qu'il avait construit, ou plutôt laissé se construire, sans jamais en inspecter les fondations humaines. Il songea à ces rapports qu'on lui remettait chaque trimestre, pleins de courbes, d'indicateurs, de moyennes de satisfaction. Aucun d'eux ne disait que dans ces bâtiments, une femme pouvait tomber d'épuisement à l'aube. Il descendit au rez-de-chaussée. Les ascenseurs, pour une fois, ne lui semblaient pas assez rapides. À la réception, il croisa l'agent de sécurité de nuit, un homme d'une 50aine d'années, visage marqué par les années. « Dites-moi, vous la connaissiez? La femme de ménage du 6e ?» L'agent hocha la tête. « Claire, discrète, polie, toujours à l'heure. Elle bosse dur, très dur. Vous êtes Monsieur Moreau ?» Alexandre ne répondit pas. Il sortit du bâtiment, traversa la rue à pas lents et monta dans la voiture qui l'attendait. À l'intérieur, son téléphone vibrait. Messages, notifications, rendez-vous. Il les ignora tous. Son regard s'était fixé dans le vide, captif d'une pensée unique. Comment avait-il pu ne pas voir ce qui se jouait, chaque nuit, dans ses propres murs? Arrivé à la clinique Vallon, il ne se rendit pas immédiatement dans la chambre. Il attendit que les médecins finissent les premiers examens. Il voulait savoir, comprendre. Le diagnostic complet fut dressé en moins d'1 heure. Hypoglycémie sévère, tension artérielle en chute, carences multiples, surmenage. Mais ce qui frappa le plus le médecin-chef, ce fut la densité d'efforts chroniques marqués dans les analyses sanguines. Claire ne se reposait jamais. Lorsqu'il entra enfin dans la chambre, elle dormait. Ses traits détendus semblaient presque juvéniles, dépouillés de l'inquiétude permanente qu'elle portait comme une armure. Alexandre s'assit en silence. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire.
Mais il savait une chose. Il ne pouvait pas la laisser retourner à cette vie. En quittant la chambre, il croisa une infirmière qui lui tendit un petit sac usé contenant les effets personnels de Claire. À l'intérieur, un portefeuille, un badge d'accès à l'immeuble, un dessin d'enfant au crayon de couleur, une maison, un soleil, une femme tenant la main d'une petite fille. Au dos, une inscription maladroite, pour ma maman courageuse. Ce fut à cet instant qu'Alexandre sentit quelque chose se fissurer en lui. Ce n'était plus un rapport. Ce n'était plus une ligne comptable. C'était une vie, une réalité qu'il avait ignorée trop longtemps et qu'il ne pouvait plus fuir. La lumière filtrant à travers les rideaux gris baignait la chambre d'une lueur douce et neutre. Claire ouvrit les yeux lentement, comme on revient d'un très long voyage. Elle ne savait pas où elle était. Le plafond, les murs, le drap proprement tiré sur elle, tout lui semblait étranger. Elle tenta de se redresser, mais son corps protesta aussitôt. Une faiblesse profonde l'ancra au matelas. Ses bras tremblaient, sa bouche était sèche, une odeur d'alcool médical flottait dans l'air. Elle essaya de se souvenir. Le saut, le 6e étage, le vertige. Puis, le noir. La porte s'ouvrit sans bruit. Une infirmière entra portant un plateau avec un verre d'eau et quelques comprimés. Elle s'approcha avec un sourire professionnel. « Bonjour, madame. Ne bougez pas. Vous êtes en sécurité. Vous êtes à la clinique Vallon. Vous avez fait un malaise sur votre lieu de travail. Vous devez vous reposer. Le médecin va passer dans quelques minutes. » Claire cligna des yeux, encore engourdie. Elle voulait parler, mais les mots lui manquaient. Comment était-elle arrivée là? Qui avait prévenu la clinique? Et surtout, où était Manon? Son cœur s'emballa. Elle tenta de se redresser à nouveau, cette fois avec plus de détermination. « Ma fille, où est ma fille ?» L'infirmière posa aussitôt sa main sur son bras. « Ne vous inquiétez pas. Une assistante sociale est allée chercher votre fille ce matin à l'école. Elle est actuellement chez une collègue de confiance. Elle va bien. On s'occupe d'elle. » Claire retomba sur l'oreiller, la gorge nouée. Une autre question lui brûlait les lèvres, mais elle ne savait pas comment la formuler. Qui avait payé cette clinique? Elle n'avait pas les moyens de se faire soigner dans un tel établissement. Elle le savait d'instinct, rien qu'en observant la qualité des draps, la technologie des moniteurs, la manière feutrée dont le personnel se déplaçait. Ce genre de lieu n'était pas pour des gens comme elle. Le médecin entra peu après. Un homme aux cheveux gris, lunettes épaisses, regard calme. Il se présenta, consulta rapidement ses notes, puis s'assit au bord du lit. « Vous avez fait un malaise lié à une fatigue extrême. Votre corps a littéralement tiré la sonnette d'alarme. Vous manquez de repos, de nutriments, d'équilibre. Si vous continuez à ce rythme la prochaine fois, ce sera bien plus grave. » Claire hocha faiblement la tête. Elle savait tout cela. Depuis des mois, elle sentait son corps faiblir. Mais que pouvait-elle faire? Elle n'avait pas le luxe de ralentir. « Combien de temps vais-je devoir rester ici ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Quelques jours, au minimum. Et ensuite, il vous faudra du repos à domicile. Ce n'est pas négociable. » Elle voulut protester, mais un mouvement à la porte coupa court à sa réponse. Un homme entra. Grand, élégant, regard grave. Il portait un costume sobre, sans cravate. Claire le reconnut sans savoir pourquoi. Peut-être l'avait-elle déjà vu dans un magazine ou entendu son nom dans un ascenseur. « Bonjour madame, je suis Alexandre Moreau. » Un silence étrange s'installa. Claire se raidit légèrement, prise entre stupeur et méfiance. Que faisait cet homme ici? Pourquoi venait-il la voir, elle? Alexandre s'approcha lentement, respectant la distance que sa présence imposait. « Je suis le propriétaire de l'entreprise où vous travaillez. J'étais dans le bâtiment cette nuit-là. C'est moi qui vous ai trouvé. » Elle voulut parler, mais il leva doucement la main. « Je ne suis pas venu pour des excuses formelles. Je voulais comprendre. Je n'imaginais pas que quelqu'un pouvait vivre dans cet état, dans mon entreprise, sans que je le sache. » Claire soutint son regard, malgré la fatigue. Elle n'aimait pas cette sensation d'être observée, analysée. Elle se sentait vulnérable, presque exposée. « J'ai juste fait mon travail, » murmura-t-elle. « Justement, » répondit-il. « Et ce travail vous détruisait. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas ici pour vous juger. Je suis ici parce que je veux réparer. » Claire fronça les sourcils. Le mot « réparer » lui sembla déplacé. Ce n'était pas un robinet qu'on resserre ou un contrat qu'on renégocie. C'était sa vie. Un chaos quotidien réglé au millimètre.
Rien que le fait d'être alité ici bouleversait tout son équilibre fragile. « Ma fille, je dois la récupérer et reprendre mes postes. Je ne peux pas me permettre. Vous ne reprendrez rien pour le moment, » l'interrompit Alexandre avec une fermeté douce. « Tout est pris en charge. Votre salaire sera maintenu et votre fille sera ramenée ici ce soir. Vous avez besoin de vous reposer. » Elle le regarda, incertaine. Trop de choses restaient un flou. Pourquoi cet homme si puissant se souciait-il d'elle? Par culpabilité? Par image? Par stratégie? Mais dans ses yeux, elle ne vit ni calcul, ni condescendance. Juste une inquiétude sincère, presque désarmée. « Pourquoi vous ?» demanda-t-elle finalement. Alexandre resta un instant silencieux. « Parce que c'est moi qui ai fermé les yeux toutes ces années, et que c'est en vous voyant là, au sol, que je me suis rendu compte de ce que je refusais de voir. Vous êtes la première, mais je vous promets que vous ne serez pas la dernière à qui on tendra la main. » Claire détourna les yeux, bouleversée malgré elle. Elle n'avait jamais attendu qu'on l'aide. Elle avait toujours compté sur elle seule. Mais cette fois, peut-être devait-elle lâcher prise juste un peu. Alexandre Moreau se tenait devant la grande baie vitrée de son appartement parisien, surplombant la Seine. Le soleil de fin d'après-midi teintait la ville d'un or pâle, mais il n'en voyait rien. Son regard était perdu au-delà du verre, au-delà même de la ville, quelque part entre mémoire et remords. Depuis son retour de Lyon, il dormait peu. Les images de Claire effondrée, de cette femme brisée par un rythme inhumain, ne le quittaient pas. Elle avait réveillé en lui quelque chose d'enfoui, quelque chose qu'il avait longtemps ignoré. Il se souvenait du quartier où il avait grandi, à Saint-Denis. Un immeuble gris, des cages d'escalier poisseuses, une mère usée par les ménages, un père absent ou trop présent dans les mauvais soirs. Il avait quitté tout cela très jeune, boursier, brillant, décidé à ne jamais y revenir. À Sciences Po, puis à HEC, il s'était forgé une armure, costume, discours, stratégie. Il avait créé sa première entreprise à 26 ans, revendue à prix d'or à 30, puis un empire bâti à force d'ambition, de sacrifices, de décisions froides. Il s'était convaincu que c'était le prix à payer. Mais cette nuit à Lyon, face à Claire, une fracture s'était ouverte. Il avait revu sa mère, accablée de fatigue, les doigts déformés par les produits d'entretien, ses silences pleins de douleur. Il n'avait jamais vraiment regardé les employés de ces immeubles, jamais pris le temps de savoir leurs prénoms. Il gérait des masses salariales, pas des visages. Et voilà que tout s'effondrait à cause ou grâce à une seule femme. Il se tourna vers son bureau. Un dossier était posé là, épais, annoté de sa main. Conditions de travail, sites nationaux. Depuis une semaine, il avait mobilisé des équipes, exigé des audits internes, des entretiens sans filtre. Ce qu'il découvrait était brutal. Heures supplémentaires non payées, sous-traitants non contrôlés, cadence intenable, silence des RH. Tout un système qu'il avait laissé s'installer, trop occupé à gérer des fusions, des expansions à l'international, des levées de fonds. Il se souvenait aussi d'un épisode, 12 ans plus tôt. Une grève dans un entrepôt de sa première société, menée par une femme prénommée Soraya. Elle avait alerté les médias, déclenché une enquête. À l'époque, il l'avait fait licencier. Une décision rapide, efficace, dictée par ses conseillers juridiques. Il n'avait jamais repensé à elle, jusqu'à aujourd'hui. Il se demandait ce qu'elle était devenue, et combien d'autres Soraya il avait fait taire. Son téléphone vibra. C'était Jean, son fidèle assistant. « Monsieur Moreau, la réunion avec le conseil d'administration est confirmée pour demain. Vous souhaitez toujours l'aborder sous l'angle social ? » « Oui, plus que jamais, répondit-il d'une voix basse. « Et fais-moi parvenir les derniers chiffres sur les accidents du travail. Je veux tout. » Il raccrocha, puis s'assit lourdement. Il savait que certains membres du conseil verraient d'un mauvais œil ce nouveau virage. Le monde des affaires ne pardonne pas les élans de conscience. Mais il s'en fichait. Il avait trop longtemps trahi ce qu'il était. Il se leva, traversa la pièce, ouvrit un coffre mural. À l'intérieur, une boîte à chaussures, vieille, poussiéreuse. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, quelques photos. Sa mère, jeune, en uniforme de femme de ménage. Lui, adolescent, un regard déterminé. Et au fond, une lettre jamais envoyée, adressée à elle. Il la relut. Des excuses, des regrets. Il ne l'avait jamais osé. Son regard se posa sur une dernière photo. Un cliché de sa mère, fatiguée mais souriante,
tenant un bouquet de fleurs. C'était le jour de son diplôme. Elle était venue en cachette, s'était assise tout au fond, puis était repartie sans rien dire. Il l'avait su plus tard. Il n'avait pas eu le courage de l'inviter. Il referma la boîte, puis attrapa son téléphone. Il ouvrit un nouveau message, cette fois pour Claire. « Bonjour, je voulais savoir si vous accepteriez que nous parlions en dehors de la clinique. Pas d'obligation, juste une conversation. Alexandre. » Il hésita avant d'appuyer sur « Envoyer ». Ce n'était pas un geste de patron, c'était un geste d'homme. Quelques minutes plus tard, la réponse tomba. « D'accord, mais je ne vous promets rien. » Il sourit, presque soulagé. Une porte venait de s'entr'ouvrir, peut-être la plus importante de sa vie. La terrasse du petit café, nichée à l'ombre d'un platane centenaire, offrait un calme inattendu au cœur du tumulte parisien. Claire était arrivée la première. Elle portait une robe simple, bleu nuit, ses cheveux attachés à la hâte, et ce regard toujours sur le qui-vive, comme si le monde autour d'elle était en perpétuelle menace. Elle avait laissé Manon avec une assistante sociale de la clinique, juste pour 1 heure, le cœur serré mais rassuré par la douceur avec laquelle on s'occupait de sa fille depuis plusieurs jours. Alexandre arriva à l'heure, sans chauffeur, sans escorte, vêtu d'un manteau sobre et d'une écharpe de laine foncée. Il s'assit face à elle, retira ses gants, puis la regarda droit dans les yeux. Il n'y avait rien d'arrogant dans son attitude, seulement une forme de gravité nouvelle, presque inhabituelle pour un homme de son envergure. « Merci d'être venu », dit-il doucement. Claire hocha la tête, croisant les bras sur la table. « Je ne comprends toujours pas pourquoi vous vous intéressez à moi. » Alexandre soupira, baissa légèrement les yeux avant de répondre. « Parce que votre chute a été un réveil. J'ai passé ma vie à construire des choses, des immeubles, des entreprises, des réseaux. Mais je me rends compte aujourd'hui que j'ai laissé s'effondrer ce qui comptait le plus, les personnes. » Claire resta silencieuse. Elle ne savait pas si elle devait croire à cette soudaine révélation. Les puissants avaient souvent des mots justes, mais rarement des actes durables. Et elle en avait vu des promesses. « Je ne suis pas un symbole, dit-elle finalement. Je suis juste une femme qui fait 3 boulots pour nourrir sa fille. Ce que vous avez vu, c'est la réalité de milliers de gens comme moi. »« Je sais, répondit-il. Et c'est précisément pour cela que je veux commencer quelque chose de différent. Je ne veux pas que votre histoire soit oubliée, ni utilisée. Je veux qu'elle marque un tournant. » Elle l'observa attentivement. Il semblait sincère, mais la méfiance était une habitude ancrée chez elle. « Vous ne pouvez pas tout changer. Peut-être pas, mais je peux commencer quelque part. Et je veux commencer par vous. » Claire fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Il prit une gorgée de café avant de répondre. « Je vous propose un poste. Dans mon équipe directe, pas comme assistante ou employée subalterne. Je veux que vous soyez la voix des invisibles, que vous me disiez ce que je ne vois pas, que vous me forciez à regarder là où j'ai fermé les yeux trop longtemps. » Elle eut un léger rire amer. « Je n'ai aucune qualification, aucun diplôme. Vous avez ce que personne autour de moi n'a, l'expérience brute, la réalité. Je ne veux pas un expert, je veux un témoin, un miroir. » Le silence s'installa. Elle fixa la tasse devant elle. Cette proposition avait un goût d'irréel, comme si on lui tendait une clé sans qu'elle sache à quelle porte elle appartenait. « Et si je refuse? Vous serez toujours soutenu. Je m'assurerai que vous et votre fille ne manquiez de rien. Mais si vous acceptez, vous pourriez changer bien plus que votre vie. » Claire sentit un poids étrange dans sa poitrine. De l'espoir peut-être, ou une peur nouvelle, celle d'être vue, enfin. « Je veux réfléchir, dit-elle. Prenez le temps qu'il faut. » Ils restèrent encore un moment assis, dans un silence qui n'était plus inconfortable. Puis Claire se leva. « Merci pour le café. Et pour le reste. Merci à vous d'avoir accepté de me voir. » Elle s'éloigna, le pas encore incertain, mais la tête un peu plus haute. Alexandre la regarda partir, conscient qu'il venait peut-être d'ouvrir une brèche dans un mur vieux de 30 ans. Ce soir-là, en rentrant à son appartement, Claire s'assit sur le canapé. Manon dormait déjà. Elle regarda autour d'elle, les murs décrépits, les jouets rangés dans une caisse, les factures empilées sur la table basse, puis son regard se posa sur le dessin de Manon, épinglé sur le frigo. Une femme tenant la main d'une petite fille devant une maison avec un jardin. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire envisagea que ce dessin puisse devenir réalité. Les ascenseurs du siège central de Morrow Energy Technology s'ouvrirent dans un chuintement discret. Claire en sortit, droite,
vêtue d'un tailleur gris anthracite qu'on lui avait prêté pour son premier jour. Elle n'avait jamais mis les pieds dans les étages supérieurs du bâtiment. Elle avait passé des mois à nettoyer les moquettes, essuyer les bureaux, vider les corbeilles de ces étages sans jamais savoir ce qu'ils abritaient réellement. Aujourd'hui, elle y entrait par la grande porte. Et elle n'était pas prête. Jean, l'assistant d'Alexandre, l'attendait à la sortie de l'ascenseur. Courtois, élégant, efficace, il l'accueillit d'un sourire chaleureux, sans l'ombre d'une condescendance. Il lui tendit un badge portant son prénom. Claire le prit, encore un peu raide. « Monsieur Moreau vous attend dans le bureau du conseil stratégique. Il souhaite vous présenter à l'équipe. » Claire acquiesça, le cœur battant. Elle n'avait pas dormi de la nuit. 1000 pensées s'étaient bousculées. Était-ce une erreur? Était-elle capable de tenir ce rôle? Et si c'était un test, une façade, une illusion passagère? Elle avait voulu dire non, plusieurs fois. Mais quelque chose, en elle, plus profond que la peur, lui avait soufflé que ce moment n'arriverait peut-être jamais plus. La porte vitrée s'ouvrit sur une salle longue, moderne, avec une table ovale en bois clair. Autour, 6 personnes, toutes en costume, carnet en main, ordinateur ouvert. Alexandre était au centre. Il se leva à l'instant où Claire entra. « Bonjour à tous, je vous présente Claire Dubois. À partir d'aujourd'hui, elle fait partie intégrante de notre comité social. Elle travaillera directement avec moi pour auditer, observer et proposer des solutions concrètes aux problématiques de terrain. » Son regard est celui qui nous manque depuis trop longtemps. Les regards se tournèrent vers elle, certains curieux, d'autres sceptiques, aucun hostile. Claire sentit ses épaules se raidir, mais elle soutint leurs yeux. « Bonjour, je ne suis pas experte. Je ne connais pas vos procédures ni vos acronymes, mais je sais ce que c'est que de travailler en silence, dans l'ombre, sans être vu. Si je peux aider à ce que cela change, alors je suis prête à essayer. » Un léger silence suivit. Puis une femme au regard doux, cheveux gris coupés courts, hocha la tête. « Bienvenue Claire, votre voix sera utile ici. » Alexandre l'invita à s'asseoir à sa droite. Elle prit place, encore mal à l'aise dans ce fauteuil qui semblait conçu pour un autre monde. Pendant 2 heures, elle écouta. Des projets de réforme, des propositions de nouveaux contrats, des chiffres. Elle ne comprenait pas tout, mais elle repérait déjà ce qui sonnait creux, ce qui ignorait les réalités qu'elle connaissait si bien. À la fin de la réunion, Alexandre lui proposa de visiter le reste de l'étage. Elle suivit, observant les bureaux ouverts, les plantes savamment disposées, les machines à café dernier cri. Un monde fluide, net, où personne ne courait, où chaque chose semblait à sa place. « Tout cela vous paraît étrange ?» demanda-t-il. « C'est surtout loin de ce que j'ai connu. Et c'est exactement pour cela que vous êtes ici, pour combler ce fossé. » Ils arrivèrent devant un bureau vitré, modeste mais lumineux. Un ordinateur, une étagère vide, un carnet posé sur le bureau. « Ce sera votre espace, on vous laissera l'aménager comme vous le souhaitez. » Claire entra, posa son sac, caressa le dossier du fauteuil. Une émotion étrange la traversa. Ce bureau, ce poste, ce rôle, tout cela était à elle. Et pourtant, elle n'avait pas encore trouvé sa place. Les jours suivants furent un tourbillon. Elle rencontra des responsables RH, visita les différents services, échangea avec des équipes terrain. Elle prit des notes, observa beaucoup, parla peu. Elle ne voulait pas être une figure décorative. Elle voulait comprendre avant d'agir. Un jour, elle retourna au 5e étage, là où elle avait travaillé tant de nuits. Elle croisa l'agent de sécurité, qui la reconnut, et la salua avec émotion. « Alors c'était vrai. Vous êtes là-haut maintenant ?»« Je suis là, répondit-elle. Mais je n'ai pas oublié d'où je viens. » Elle visita aussi le service de nettoyage, salua ses anciennes collègues. Certaines la regardaient avec admiration, d'autres avec méfiance. Elle ne chercha pas à les convaincre. Elle savait que seule la constance parlerait pour elle. À la fin de la première semaine, elle rentra chez elle épuisée. Mais cette fatigue-là était différente. Ce n'était pas l'usure physique. C'était la tension d'un rôle nouveau, d'un regard qui devait désormais porter plus loin que son propre quotidien. Manon l'attendait avec un dessin à la main. « C'est toi, maman, dans ton nouveau bureau. » Claire regarda le dessin. Elle s'y vit, droite, souriante, entourée de gens en cravate et de mots colorés. Écoute, changement, courage. Elle serra sa fille dans ses bras. Elle ne savait pas combien de temps cela durerait, ni si elle réussirait. Mais elle savait une chose, elle était à sa place. Enfin,
Le lundi matin, Claire arriva au siège avec une heure d'avance. Elle avait passé le week-end à relire les rapports internes que Jean lui avait transmis, annotant les pages, soulignant les incohérences. Un document en particulier avait retenu son attention, une étude interne sur les sous-traitants. Elle y avait découvert des pratiques dissimulées, des horaires non déclarés, des pressions subtiles exercées sur des employés sans contrat formel. C'était le même monde qu'elle avait connu, mais cette fois, elle le voyait de l'intérieur. Elle entra dans son bureau, alluma son ordinateur, puis composa un message pour Alexandre. Quelques minutes plus tard, il entrait sans cravate, les manches retroussées, l'air déjà tendu. « Tu as vu quelque chose ?» demanda-t-il en s'asseyant sans attendre. Claire lui tendit une feuille. « Regardez cette société de nettoyage Bionnet Services. Elle couvre plus de 12 sites. Leurs employés n'ont ni mutuelle, ni horaire fixe. Et ils sont pressurisés pour finir des tâches impossibles en moins de 4 heures. » Alexandre parcourut les lignes, fronçant les sourcils. « Ce contrat date d'avant mon arrivée à la présidence exécutive, mais je n'avais jamais vérifié leur modèle opérationnel. Ce n'est pas une erreur isolée, » insista Claire. « C'est un système. Et si vous ne le dénoncez pas, alors vous en devenez complice. » Il la fixa un instant, surpris par son ton direct. Puis il hocha la tête lentement. « Tu as raison. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde. » Elle le comprit bien plus tôt qu'il ne l'avait imaginé. Dès la réunion suivante du comité stratégique, les premières résistances apparurent. Lorsque Claire prit la parole pour soulever les manquements éthiques liés aux sous-traitants, plusieurs sourcils se froncèrent. Un homme d'âge mûr, col dur et regard glacial, l'interrompit. « Pardonnez-moi, mais nous parlons ici de contrats validés, audités, légaux. Il ne s'agit pas d'émotions ou d'anecdotes. Il s'agit de gestion. » Claire sentit son ventre se nouer, mais elle ne se laissa pas intimider. Il ne s'agit pas d'émotions, il s'agit de personnes, et la légalité n'excuse pas l'exploitation. Un murmure parcourut la salle. Alexandre ne dit rien, mais ses yeux restèrent fixés sur Claire. Il la laissa parler jusqu'au bout. Lorsqu'elle quitta la salle, certains évitèrent son regard. D'autres la saluèrent avec un hochement de tête respectueux. Elle comprit ce jour-là qu'elle ne serait jamais complètement intégrée, mais elle n'était pas venue pour appartenir. Elle était venue pour déranger. Les tensions devinrent plus nettes au fil des semaines. Une invitation oubliée à une réunion, un rapport qui ne lui était plus transmis automatiquement. Un échange brusque dans un couloir. Claire n'était pas naïve. Elle savait qu'elle marchait sur des territoires défendus. Elle savait aussi que beaucoup voyaient en elle un projet temporaire, une initiative de communication déguisée. Mais elle avait Alexandre, et tant qu'il la soutenait, elle avançait. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le bureau, il la rejoignit dans l'ascenseur. Ils descendirent en silence jusqu'au rez-de-chaussée. « Tu t'es fait des ennemis » dit-il. « Ce n'était pas une surprise. Mais tu as raison. Et je veux que tu continues, même si ça secoue. » Elle se tourna vers lui. « Vous êtes prêt à perdre des alliés pour ça ?» Il hésita une seconde. « Je suis prêt à choisir mes alliés autrement. » Ce soir-là, Claire marcha longtemps dans les rues avant de rentrer chez elle. Elle se sentait tendue mais vivante. Elle pensait à Manon, à sa scolarité, à ce futur incertain qu'elle voulait lui offrir. Et pour la première fois, elle comprit que le changement ne venait jamais sans résistance. Qu'on ne pouvait pas bousculer des années d'indifférence sans heurter ceux qui y avaient retrouvé leur confort. Mais elle était prête. Et cette fois, elle n'était plus seule. Le matin éclata avec un calme trompeur. Claire déposait Manon à l'école quand son téléphone vibra sans arrêt dans son sac. Appel manqué, notification, message en cascade, quelque chose se passait. Elle répondit enfin à l'un des appels. C'était Jean, la voix grave, directe. « Claire, vous devez venir immédiatement. C'est sérieux. C'est dans tous les journaux. » Elle n'eut pas besoin de plus. Elle sauta dans le métro, le cœur battant à tout rompre, des scénarios alarmants tournoyant dans sa tête. Lorsqu'elle arriva au siège, l'atmosphère était électrique. Les regards se tournèrent vers elle avec insistance. Certains la fuyaient, d'autres murmuraient. À l'accueil, une pile de journaux étalait la même une. Travail précaire chez Moreau Énergie. Le silence d'un géant. En photo, une femme de ménage accroupie dans un couloir vide. Ce n'était pas clair, mais la scène était similaire à celle de sa chute. Le titre frappait fort. Elle rejoignit Alexandre dans son bureau. Il se tenait debout, devant la vitre, la mâchoire crispée, un exemplaire du journal froissé dans la main. « L'article est bien écrit, dit-il sans se retourner.
Trop bien écrit pour être une fuite accidentelle. Quelqu'un a transmis nos rapports internes, ceux que tu avais mis à jour. Claire resta figée. Elle avait effectivement rédigé un mémo détaillé, avec nom, date, constat, un document qu'elle avait partagé uniquement avec lui et 2 membres du comité stratégique. Vous pensez que je... Il se tourna vers elle brusquement. Non, je sais que ce n'est pas toi, mais ce que je ne sais pas, c'est pourquoi quelqu'un a décidé de rendre ça public maintenant. Elle s'approcha du bureau, s'empara du journal. L'article retraçait les failles du système de sous-traitance, les abus d'horaire, les omissions contractuelles. Il mentionnait même une enquête en cours par une association de défense des travailleurs précaires. Mais surtout, à la fin de l'article, un passage précis la glaça. Selon une source interne, cette prise de conscience serait née d'un incident grave survenu récemment dans un bâtiment du groupe, impliquant une employée de nettoyage victime d'un malaise lié à des conditions extrêmes de travail. Cette femme, désormais intégrée à l'équipe dirigeante, aurait alerté le président-directeur général en personne. « Il parle de moi », murmura-t-elle. « Oui, et ça va attirer l'attention sur toi, comme jamais. » Alexandre posa les 2 mains sur le dossier de sa chaise. Il avait cet air tendu qu'il affichait en conseil de crise. Il savait ce que signifiait un article pareil. La presse allait creuser, les syndicats allaient réagir, les actionnaires allaient s'inquiéter. « Ce n'était pas censé sortir maintenant, » dit-elle. « Je voulais avancer à l'intérieur, pas à travers les journaux. C'est trop tard. La brèche est ouverte. Il faut qu'on décide comment réagir. » La cellule de communication fut convoquée dans l'heure. Claire assista à la réunion. Elle vit les regards se durcir, les questions fuser. On parla de gestion d'image, de crise contrôlée, de réajustement narratif. Elle leva la main. Ce n'est pas une crise d'image, c'est une crise de conscience. Et si on commence à maquiller les faits, on recommence comme avant. Un silence s'abattit. Alexandre prit la parole sans hésiter. Claire a raison, pas de demi-vérité. On assumera tout. Et on annoncera immédiatement une commission d'enquête interne indépendante. À midi, un communiqué officiel fut publié. Alexandre y reconnaissait des manquements graves dans la gestion de certains contrats et annonçait une série de mesures correctives. Claire fut mentionnée, brièvement, comme responsable du rapport déclencheur. Mais le feu était lancé. Dès le lendemain, les médias la cherchaient. Des équipes attendaient devant l'école de Manon. Des caméras devant son immeuble. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Certains la soutenaient, l'appelaient la lanceuse d'alerte des invisibles. D'autres la traitaient de marionnette, de traître infiltrée. Claire sentit le sol vaciller sous ses pieds. Ce qu'elle avait voulu discret était devenu public. Ce qui devait être lentement transformé risquait maintenant d'exploser. Un soir, en rentrant, elle découvrit une lettre glissée sous sa porte, manuscrite, sans signature. Quelques mots. « Tu ne parles pas pour nous. Tu ne sais rien de ce qu'on vit. Tu t'es vendu. » Elle s'assit sur le canapé, la lettre à la main. Manon dormait dans sa chambre. Le silence pesait. Elle sentit une brûlure dans sa gorge. Pas de larmes, de la rage. Elle avait voulu faire bien. Elle avait voulu changer les choses. Mais elle comprenait maintenant que même la vérité avait un prix. Elle reprit son téléphone. Appela Alexandre. « Je veux continuer. Même si ça fait mal. Même si je perds. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis sa voix, grave, posée. « Tu ne perdras pas. Pas tant que je serai là. » La tempête médiatique n'avait pas faibli. Chaque jour, de nouveaux articles paraissaient, fouillant les coulisses du groupe Moreau, interrogeant anciens salariés, responsables syndicaux, prestataires oubliés. Claire, désormais exposée, n'était plus une silhouette de couloir. Elle était devenue une figure, et cette exposition qu'elle n'avait jamais souhaitée la plaçait sur une ligne de crête entre l'admiration et le rejet. Mais c'est au milieu de ce tumulte que surgit un appel improbable. Un matin, alors qu'elle arrivait au siège, Jean l'intercepta avec un message sur tablette à la main. « Une ancienne employée vous a contacté. Elle souhaite vous rencontrer. Elle dit s'appeler Soraya Benchadi. » Claire s'arrêta net. Le nom lui était familier. Elle fouilla sa mémoire avant de se rappeler. Alexandre l'avait mentionné. Une ouvrière d'entrepôt, licenciée brutalement après avoir mené une grève. Un fantôme du passé. Elle hésita puis accepta. Jean organisa la rencontre dans un petit salon discret du bâtiment. Soraya entra sans cérémonie. Une femme de 50 ans, au port fier, aux yeux vifs. Pas de maquillage, pas de fioritures. Elle alla droit au but.
J'ai suivi ton histoire, et je suis venu parce que tu me rappelles ce que j'ai été, avant qu'on ne me fasse taire. » Claire la salua, intriguée. Elle l'invita à s'asseoir. « Vous avez travaillé ici ?»« Oui, il y a 12 ans. Responsable logistique sur un entrepôt de la banlieue est. Quand on a commencé à dénoncer les cadences impossibles, les pauses supprimées, j'ai pris la tête d'un mouvement. Résultat, sanctions disciplinaires, puis licenciement pour faute grave. J'ai mis des années à me reconstruire. Je suis désolé. Ne le sois pas, c'est pour ça que je suis venu. Parce que tu fais ce que j'aurais voulu faire. Et parce que tu vas avoir besoin d'aide. » Soraya sortit un dossier de son sac. Vieux papier, lettres, relevés. Une archive personnelle de ce qu'elle avait vécu. « Tu vois, le système que tu veux changer, il n'est pas né hier. Et il ne tombera pas sans résistance. Mais il y a des preuves. Il y a des gens qui savent. Et moi, je peux t'y aider. » Claire prit les documents, feuilleta quelques pages. Il y avait là des éléments troublants, des courriels internes, des rapports RH, des échanges juridiques. Pourquoi maintenant? Parce que je t'ai vu. Et parce que, cette fois, tu n'es pas seul. Alexandre Moreau n'est pas le même homme qu'avant. Je ne l'excuse pas. Mais s'il est sincère, alors peut-être qu'on a une chance. Elles parlèrent pendant 2 heures. De fatigue, d'injustice, de résilience. À la fin, Soraya posa sa main sur celle de Claire. « Ne laisse personne te dire que tu ne mérites pas ta place. Ils ont peur de toi parce que tu n'as pas les codes. Mais tu as la vérité. » Claire la regarda partir, un poids en moins sur la poitrine. Elle n'était pas une anomalie. Elle n'était pas seule. Une lignée de voix, de femmes, de luttes silencieuses la précédait. Elle rejoignit Alexandre dans son bureau, déposa le dossier de Soraya devant lui. « Elle veut nous aider. Elle a gardé tout ça depuis des années. » Alexandre feuilleta les documents, le visage fermé. « Je me souviens de son nom, et je me souviens de ce que j'ai laissé faire. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez l'écouter maintenant. » Il ferma le dossier et hocha lentement la tête. « Fais-la venir officiellement. On va créer un comité indépendant, et je veux qu'elle en soit membre. » La nouvelle fut annoncée 2 jours plus tard. Soraya Benchadi, ancienne salariée, réintégrée comme consultante spéciale pour la commission d'audit. Les réactions furent contrastées. Certains applaudirent, d'autres fulminèrent. Mais le message était clair. Les oubliés revenaient à la table. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit que le déséquilibre changeait de camp. Le grand amphithéâtre du siège social était rempli. À la tribune, Alexandre Moreau observait les visages alignés devant lui. Les membres du conseil d'administration, actionnaires historiques, représentants des grands fonds, tous vêtus d'élégance et bardés de chiffres. Depuis l'éclatement de l'affaire, la pression n'avait cessé de croître. La presse, les salariés, les clients, tous attendèrent des actes. Mais à l'intérieur de ces murs, c'était une autre bataille qui se jouait. Claire était assise à côté de Soraya, sur les fauteuils réservés aux intervenants. Elle avait été invitée à assister à la séance, mais on lui avait clairement fait comprendre qu'elle ne prendrait pas la parole. Pas officiellement. Elle savait ce que cela signifiait. Présence symbolique, neutralisation douce. Mais elle n'était pas du genre à rester silencieuse. Le président du conseil, un homme aux cheveux blancs gominés, prit la parole avec sa voix grave et rythmée. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour discuter de la nouvelle orientation stratégique présentée par notre président-directeur général. Une réorientation que certains jugent nécessaire, d'autres risquée. » Un murmure d'approbation accompagna ces mots. Puis, il invita Alexandre à exposer son plan. Alexandre se leva, son regard tranchant comme une lame. Il parla sans note, d'une voix posée mais ferme. « Je ne vous apprendrai rien sur notre situation. Nos chiffres sont solides, nos actifs stables, notre image écornée. Ce qui me pousse à agir aujourd'hui n'est pas la peur d'un effondrement, mais la volonté d'une correction morale. Nous avons toléré pendant trop longtemps des pratiques indignes de notre responsabilité sociale. » Un silence tendu accueillit ces mots. Puis une main se leva dans les premiers rangs. C'était celle de Duroc, actionnaire principal, figure influente du groupe. « Monsieur Moreau, votre ambition de réforme est noble. Mais nous ne sommes pas une organisation caritative. Le devoir d'une entreprise est de croître, de protéger ses investisseurs. Si les pratiques de certains sous-traitants sont problématiques, qu'on les remplace. Mais de là à restructurer tout notre modèle, c'est une utopie dangereuse. » Claire sentit le poids du regard de Soraya. Elle comprenait ce qui se jouait.
Ce n'était pas une question de morale, c'était une question de contrôle. Un autre administrateur prit la parole, plus prudent. Nous ne remettons pas en question votre sincérité, Alexandre, mais une telle exposition fragilise nos négociations à l'international. Les partenaires s'inquiètent, les syndicats prennent confiance. Si nous donnons trop, nous perdrons l'ascendant. Alexandre répondit calmement. L'ascendant sur quoi? Sur la peur, la soumission? Cela ne tiendra pas éternellement. La seule voie stable, c'est celle de la responsabilité. Le débat s'envenima. Certains propos devinrent acerbes, d'autres paternalistes. Claire n'en croyait pas ses oreilles. Tout ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait vu, semblait n'être qu'un irritant secondaire dans cette salle de stratèges. Alors, elle se leva, sans micro, sans autorisation. « Pardonnez-moi, je sais que je ne suis pas censé parler. Mais je ne peux pas rester là à écouter cela sans réagir. » Les regards se tournèrent vers elle, surpris, tendus. « Vous parlez de perte, de risque d'image. Mais le véritable risque, c'est de continuer à ignorer ceux qui font tourner vos machines, qui nettoient vos bureaux, qui portent vos couleurs sans jamais être vus. Vous croyez que le silence achète la paix? Ce n'est qu'un sursis. » Le président du conseil tenta d'intervenir, mais Alexandre le devança. « Laissez-la finir. » Claire inspira profondément. « Je ne suis pas venu ici pour gagner du pouvoir. Je suis venu pour qu'on regarde enfin la réalité. Vous pouvez choisir d'ignorer, ou vous pouvez décider d'être du bon côté de l'histoire. Parce que l'histoire est en train de changer, que vous le vouliez ou non. » Un silence pesant suivit. Puis Soraya se leva à son tour. « Et si vous pensez que ce n'est qu'une voix isolée, alors vous ne comprenez rien à ce qui vient. » La séance s'acheva dans un climat de tension extrême. Certains quittèrent la salle sans un mot. D'autres vinrent féliciter Claire à voix basse. Alexandre la rejoignit dans le couloir. « Tu as pris un risque. Vous aussi. » Il sourit, mais son regard restait préoccupé. La guerre est ouverte, et ils ne reculeront pas facilement. Alors il va falloir avancer encore plus fort. Ils savaient tous deux que ce qui venait ne serait pas simple. Mais pour la première fois depuis longtemps, les fondations tremblaient. Et parfois c'est dans les failles que naît la lumière. Le matin s'annonçait déjà sombre lorsque Claire franchit les portes du siège. Depuis son intervention devant le conseil d'administration, une tension palpable s'était installée dans les étages supérieurs. Certains saluaient son courage à voix basse. D'autres, plus nombreux, la contournaient dans les couloirs comme si sa simple présence rappelait un désordre qu'ils refusèrent de nommer. Et au cœur de cette agitation silencieuse, des mouvements souterrains avaient commencé à s'organiser. Un premier signal d'alarme fut un rapport interne transmis anonymement à plusieurs cadres. Une évaluation biaisée de la nouvelle dynamique sociale du groupe, concluant que les interventions externes perturbaient l'équilibre traditionnel du fonctionnement interne. Le document ne citait pas Claire nommément, mais tout y faisait référence. Les voix sans expérience stratégique, les sensibilités émotionnelles introduites dans les processus décisionnels. Puis vinrent les visites inopinées d'auditeurs mandatés par des membres du Conseil. Leur mission était de garantir la conformité des réformes en cours. En réalité, ils interrogèrent les services sur Claire, Soraya et leurs interactions avec les salariés. Les questions étaient insidieuses. Vous sentez-vous influencé par ces nouvelles directives? Estimez-vous que votre travail est plus difficile depuis ces initiatives sociales? Alexandre tenta de contenir la vague. Il convoqua une réunion d'urgence avec les responsables de la communication, exigea un plan clair pour défendre les projets en cours. Mais même autour de lui, les résistances se resserraient. Des alliés devenaient silencieux, des visages familiers esquivaient son regard. Un soir, alors qu'il travaillait tard, Jean entra dans son bureau avec une mine grave. « C'est Duroc. Il a convoqué une assemblée extraordinaire pour la semaine prochaine. Objectif, évaluer votre gouvernance. » Alexandre se leva, pris d'un éclair de colère froide. « Une motion de défiance ?» Jean hocha lentement la tête. « Il parle de recentrage stratégique, de préserver les intérêts des investisseurs. » Il comprit immédiatement. Il voulait sa tête, et à travers lui la fin de la réforme. Claire fut avertie le lendemain. Elle ne montra pas de peur. Elle connaissait cette mécanique. Elle l'avait vue dans les couloirs des entreprises qu'elle avait nettoyées, dans les regards qui se fermaient dès qu'une voix s'élevait. Ce qui changeait ici, c'était l'échelle. « Ils ne veulent pas juste vous écarter, dit-elle à Alexandre. Ils veulent effacer ce qu'on représente. Et ils savent comment faire, avec des votes, des pressions, des chiffres. Alors,
Il faut leur opposer ce qu'ils ne comprennent pas, les gens. Elle avait une idée, une initiative risquée, inattendue. Elle contacta les relais internes qu'elle avait rencontrés ces derniers mois. Des agents d'entretien, des techniciens, des assistantes, des ouvriers de maintenance. Elle leur parla franchement. Elle expliqua la situation et elle proposa un geste simple, mais puissant. Le jour de l'assemblée extraordinaire, alors que les membres du conseil prenaient place dans la grande salle de délibération, une foule silencieuse s'était rassemblée dans l'atrium du bâtiment. Des employés de tous les services, tous niveaux confondus, portaient autour du cou un badge improvisé. « Je suis invisible, mais je compte ». La presse, informée à la dernière minute, était là. Les caméras captèrent l'image de ce rassemblement inattendu. Pas de slogan, pas de cris. Juste des visages déterminés et un silence plus éloquent que n'importe quel discours. Dans la salle, Duroc perdit un peu de son aplomb. Alexandre, lui, se leva calmement. « Messieurs, mesdames, avant de voter, je vous invite à regarder par la vitre. » Ils se tournèrent, et ce qu'ils virent les força à comprendre que le pouvoir ne résidait plus uniquement entre les murs feutrés du Conseil. Il battait aussi dans ces corps fatigués, dans ces visages oubliés, dans cette présence massive et digne. Duroc proposa tout de même sa motion. Elle fut soumise au vote. Les résultats mirent plusieurs minutes à être comptabilisés. Puis une voix neutre les annonça « Motion rejetée ». 58% contre, 42% pour. Un souffle traversa la salle. Pas une victoire écrasante, mais une victoire. Alexandre regarda Claire. Elle ne souriait pas. Elle savait que le combat n'était pas terminé. Mais elle venait de prouver que la dignité pouvait aussi s'imposer dans les salles où l'on parlait d'action, de dividendes, de rendement. Ce soir-là, elle rentra chez elle, exténuée. Elle trouva Manon endormie sur le canapé, son cahier de devoirs à la main. Claire la couvrit tendrement. Elle s'assit, le regard perdu dans l'obscurité. Ils avaient tenté de la faire taire. Ils avaient échoué. Et elle n'avait pas dit son dernier mot. Le jour se levait à peine sur Paris, lorsqu'Alexandre et Claire pénétrèrent dans la grande salle de conférence du siège. Les stores s'ouvraient lentement, laissant entrer une lumière douce sur les murs de verre. Cela faisait maintenant 3 semaines que la tentative de renversement du Conseil avait échoué. 3 semaines pendant lesquelles quelque chose, lentement mais fermement, avait commencé à se transformer. Pas par décret, pas par effet d'annonce, mais par action concrète. Le comité spécial mis en place autour de Claire et Soraya s'était réuni chaque jour, intégrant des représentants des différents échelons de l'entreprise. Ils avaient écouté, noté, vérifié. Ce n'était pas un rapport de plus, c'était un chantier, et aujourd'hui, ils venaient pour en exposer les fondations. Dans la salle, une centaine de personnes, pas seulement des cadres, des techniciens, des agents d'accueil, des magasiniers, des secrétaires, des analystes, un échantillon de la diversité réelle de l'entreprise. Sur chaque chaise, un dossier intitulé « Vers un modèle inclusif, proposition pour une refondation interne ». Claire ouvrit la séance. Sa voix était calme, ferme, sans emphase. « Nous ne sommes pas venus imposer une idéologie, nous sommes venus partager une méthode. Ce document n'est pas une critique, c'est une proposition. Il contient 37 mesures concrètes, classées par thématique, coécrites avec ceux qui vivent les réalités que nous devons affronter. » Elle laissa la parole à Soraya, qui présenta les premières réformes. Encadrement des contrats de sous-traitance, obligation de clauses sociales, audit trimestriel externe et indépendant, système de notation inversée permettant aux employés d'évaluer leur encadrement. Puis vinrent les propositions en matière de rémunération, transparence des grilles salariales, augmentation automatique des bas salaires indexés sur les résultats nets, suppression des bonus liés à des objectifs non humains. Un silence suivi de murmures accueillit certaines idées. Mais la mécanique était enclenchée. Les objections habituelles, coûts, compétitivité, inertie, furent adressées point par point. Alexandre prit la parole à la fin. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce n'est pas une rupture, c'est une reconquête. Nous ne perdons pas de terrain, nous regagnons du sens, et nous serons les premiers à le faire. D'autres suivront, ou pas, mais nous aurons choisi. Les réactions furent variées. Certains administrateurs s'engagèrent immédiatement, d'autres restèrent prudents, mais aucun ne quitta la salle. Et pour la première fois depuis le début,
Claire sentit que ce qui avait commencé par une chute dans un couloir froid devenait une trajectoire collective. Les semaines suivantes furent intenses. Une phase de test fut lancée sur 3 sites pilotes. Claire se rendit sur place, échangea, rectifia, adapta. Elle refusa toute médiatisation. Elle voulait des résultats, pas des titres. À Lyon, dans le bâtiment où tout avait commencé, elle revint avec Manon, un samedi matin. L'immeuble était vide. Elle montra à sa fille le 6e étage, le placard à balai, les escaliers de service. Puis elle lui désigna le grand tableau dans le hall, récemment installé. Une fresque simple, dessinée par les enfants d'employés, où l'on voyait toutes les professions représentées côte à côte, sans hiérarchie, sous une bannière. Une entreprise humaine est une entreprise durable. Manon lui demanda si elle avait dessiné dessus. Claire sourit. Non, mais j'y suis. À Paris, Alexandre continuait de faire le lien entre les strates de pouvoir. Il refusait les honneurs. Il voulait que les résultats parlent d'eux-mêmes. Le chiffre d'absentéisme avait chuté. Les arrêts maladie se stabilisaient. La satisfaction interne remontait. Les chiffres ne criaient pas, mais ils parlaient. Et dans les couloirs, désormais, lorsqu'une femme de ménage croisait un cadre, les regards se levaient. Les mots revenaient. Le lien se retissait. Un matin, Claire trouva sur son bureau un mot manuscrit, pas signé. Quelques mots seulement. « Merci de nous avoir rendus visibles ». Elle le garda, pas comme un trophée, comme une boussole. Le changement n'était pas un grand soir. C'était un travail quotidien, précis, imparfait. Mais il avait commencé, et plus personne ne pouvait prétendre ne pas le voir. Le vent d'avril balayait doucement les rues de Lyon. Claire marchait lentement, longeant les quais de Saône, sa silhouette droite, son manteau flottant derrière elle. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mise en place officielle du nouveau modèle social au sein du groupe Moreau. 3 mois de transition, de résistance encore parfois, mais surtout de consolidation. Ce qui avait commencé comme un geste de survie était devenu un mouvement structuré, pensé, assumé. Ce jour-là, elle n'avait aucun rendez-vous officiel. Pas de réunion, pas de rapport à présenter. Elle était venue à Lyon pour un moment particulier, presque intime. Une cérémonie discrète, organisée dans un auditorium rénové, rassemblant les salariés les plus anciens du groupe. Pas une opération de communication, mais un hommage sincère. Alexandre l'y attendait, debout dans le hall, vêtu d'un costume simple, sans cravate. Il la salua d'un sourire. Leurs échanges étaient devenus rares mais constants, comme un fil invisible entre eux tissé par la confiance et l'expérience partagée. Dans la salle, près de 100 personnes, agents de propreté, anciens ouvriers, secrétaires, anciens cadres désormais retraités. Tous avaient été conviés pour recevoir un hommage symbolique, une reconnaissance officielle de leur rôle dans la construction de l'entreprise. Sur l'estrade, Alexandre prit brièvement la parole. Il parla de mémoire, de justice, de réparation, puis il passa le micro à Claire. Elle se leva lentement, son discours serré entre les mains, mais elle ne le lut pas. Elle parla avec le cœur. Ce que nous faisons aujourd'hui n'efface rien, mais cela inscrit quelque chose. Nous avons traversé ensemble des années d'indifférence, et aujourd'hui, nous disons que cela n'était pas normal, que votre travail, vos efforts, votre silence parfois, méritaient autre chose, et que désormais, ils auront une voix. À la fin de son discours, une femme âgée se leva, les larmes aux yeux. Elle s'appelait Mireille. Elle avait travaillé 37 ans dans un des centres logistiques du groupe. Elle s'approcha, prit les mains de Claire dans les siennes. « Vous avez parlé pour nous. Maintenant, on n'a plus peur de parler aussi. » L'assemblée applaudit, pas bruyamment, mais avec une sincérité qui fit frissonner la salle. Le soir venu, Claire se retrouva seule au bord du Rhône. Elle sortit de son sac une photo, celle du dessin de Manon, désormais encadré. Elle pensa à sa fille, à ce monde qu'elle voulait différent pour elle. Elle pensa à sa mère aussi, disparue trop tôt, sans jamais avoir été entendue. Puis son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Nous avons reçu une demande du ministère du Travail. Ils veulent nous proposer de porter notre modèle au niveau national. Ils veulent que vous le présentiez. Seule. » Elle resta figée quelques secondes, le regard rivé à l'écran. Puis elle tapa sa réponse. « Oui. » Ce soir-là, elle rentra chez elle à Paris. Manon l'attendait, assise dans son pyjama, les cheveux en bataille, un livre dans les mains. « Tu veux que je te lise ce soir ?» demanda Claire. « Non, » dit Manon. « Raconte-moi plutôt encore l'histoire où t'es tombée et où t'as changé le monde. » Claire sourit. Elle s'assit sur le lit,
caressa les cheveux de sa fille. « C'est une histoire qui n'est pas encore finie. Alors, je peux t'aider à l'écrire ?»« Oui, répondit Claire. C'est pour ça que je fais tout ça. » Et dans ce petit appartement où tout avait commencé, au cœur d'une vie simple mais désormais digne, Claire comprit que le changement n'avait pas seulement touché les couloirs d'une entreprise. Il avait touché les racines même de ce qu'elle croyait possible. Elle n'avait pas rêvé trop grand. Elle avait juste refusé de rester invisible.